Je suis bien contente d'être ici avec vous aujourd'hui, même si le sujet dont je vais parler n'est pas le sujet le plus simple pour un médecin généticien, puisque nous allons parler non pas de génétique proprement dite, de modification de la structure ou de la molécule d'ADN, mais de quelque chose de bien plus complexe qu'on appelle la régulation d'expression. Donc pour ce voyage qu'on va faire ensemble, pour fêter le titre, on va essayer durant la demi-heure de comprendre l'ensemble des mots qui sont dans le titre: modification, épigénome, marqueur et les conclusions à la fin. Et vous verrez qu'il y a quand même des intérêts dans cette analyse ou étude de l'épigénome. Donc aujourd'hui, première chose, comprendre de quoi nous parlons. Je me permets de rappeler les partenaires, les acteurs, parce que je pense que c'est intéressant de savoir qu'on a un génome, un épigénome, que ce sont des mots construits autour de la molécule d'ADN, et que cette molécule d'ADN, elle a une structure au niveau intranucléaire qui dépend de la division ou non de la cellule. Vous voyez deux belles photos. La première correspond à une molécule d'ADN tout à fait accessible, dont on imagine que l'étendue avoisine 1,80 m dans le noyau et qui permet à plusieurs gènes d'être soumis à une ARN polymérase. Nous allons voir ça. Voilà, vous voyez la molécule d'ADN et au moment de la division cellulaire, vous voyez que nous sommes en présence de deux futurs noyaux. On voit ces condensations de la molécule qui correspondent au chromosome. 3 milliards de nucléotides, 20 000 gènes, et quand on travaille comme médecin généticien, c'est pour analyser les 0,2% de différence entre chacun d'entre nous qui pourrait être associé à des maladies héréditaires, voire à des maladies à l'hérédité complexe. Quand on parle d'épigénome, on s'occupe de l'organisation de la chromatine. Donc je me permets de représenter un chromosome, et la chromatine, c'est une petite partie. Vous voyez ici, on va pointer cette région de la chromatine. Lorsqu'elle est ultra condensée, on utilise le terme d'hétérochromatine, et cette structure tridimensionnaire, elle repose sur plusieurs modifications. Et c'est ça, les modifications épigénétiques, qui vont permettre cette conformation de la molécule d'ADN, qui va la rendre inaccessible à l'ARN polymérase. Lorsque le gène a besoin d'être exprimé, on s'est aperçu que la chromatine s'étirait. On parle alors d'une région euchromatine qui va comporter la fameuse structure en perles d'ADN, en collier de perles de la molécule d'ADN, avec les nucléosomes qui sont 2 × 4 histones que vous voyez en bas du schéma, et la structure de l'ADN avec laquelle moi je suis beaucoup plus à l'aise comme médecin généticien. La régulation de l'expression des gènes, c'est indispensable pour comprendre les maladies, puisque, comme j'explique aux patients, quand on travaille sur l'ADN, on travaille sur de la chimie. Et vous vous rappelez que, au cours de biologie, le plus petit élément du vivant, c'est la cellule. La cellule, il faut imaginer ça comme une usine à fabriquer des protéines. Et la nature est extrêmement bien faite, puisque le noyau ne peut laisser sortir la molécule d'ADN, mais réalise une transcription qui va permettre la synthèse d'ARN messager qui, eux, ont la possibilité de sortir du noyau, d'aller directement vers les ribosomes et d'être traduits en chaînes polypeptidiques. Ce sont des rappels, mais ça nous permet de connaître nos acteurs. La RNA polymérase, c'est l'enzyme, c'est un énorme complexe. Elle intervient au niveau de la molécule, dans la région promotrice des gènes, et cette région doit être accessible. Étant donné la conformation, c'est ça qui explique qu'il y a différents statuts entre hétérochromatine et euchromatine. Nous avons les acteurs, on va voir ce qui se passe en termes de mécanismes. Il y a 2 principaux mécanismes qui vont être débattus, et le troisième, je le garde pour la fin. Le troisième, c'est l'interférence ARNA. Elle n'a pas d'intérêt en termes de profil ou de signature par rapport à un risque, par rapport à une exposition à un toxique, et donc elle n'a intérêt que la visée thérapeutique. Les 2 premiers mécanismes, c'est ceux dont on va parler, qui sont la méthylation
de la cytosine et l'acétylation des histones. La méthylation de l'ADN n'est pas aléatoire. C'est la seule information que vous devez retenir de cette diapositive. Elle est ciblée sur des îlots. Ces îlots, à 50%, ne sont pas distribués n'importe où, mais dans les régions 5' des gènes. Donc, ils sont vraiment dans la région promotrice. Ces îlots, il y a deux théories qui sont d'ordre actuel. C'est que ces îlots seraient non méthylés dans les premières heures de la post-fécondation du zygote pour permettre une reméthylation dans les semaines de la vie embryonnaire. Ces îlots, on les retrouve, comme je dis, dans les régions 5', ils sont riches en cytosine et généralement ils font entre 50 et 300 paires de bases. Ils sont, comme je ne dis, pas distribués. Il y a une enzyme on va parler qui est l'adéine méthyltransférase. Il y en a 3, 2 en phase embryonnaire et la type 3 qui, elle, c'est la type 1 qui agit au cours de la vie. Pour permettre la RNA polymérase de s'installer, le premier exon d'un gène qui va être transcrit et traduit en protéine est pauvre en LOCPG. Et en fonction du développement, on aura différents profils de méthylation. Deuxième anomalie, il faut imaginer qu'au niveau des histones, donc on est déjà dans une conformation un peu plus complexe de la molécule d'ADN. Je suis désolée, hein, c'est assez biologique, mais si on ne connaît pas les marqueurs, on a du mal à comprendre la suite. L'histone peut être soumise à deux types d'actions de protéines, soit des protéines qui vont effacer les méthylations, soit des protéines ou des acétylations qui vont les rendre visibles. Et donc, on a deux statuts, de nouveau. Si on a des méthylations, la région sera plus compactée et on sera dans l'hétérochromatie. Vous voyez le petit schéma où on a l'ADN tout compact dans le cercle. Alors que si l'ADN est acétylé, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle les éraseurs et donc on est beaucoup plus accessible à un promoteur. Et donc, c'est un phénomène de balancier. Nous avons une méthylation au niveau de l'ADN, on a une méthylation au niveau de l'histone pour freiner l'expression d'un gène, et on a une acétylation qui est comme un accélérateur qui va faciliter la mise en place d'un système de transcription. Maintenant, à quoi sert ce système de régulation qui n'est pas dans nos gènes, mais qui est dans la région promotrice ou parfois dans la région 3', c'est-à-dire en fin? Eh bien, c'est dans le développement embryonnaire, et c'est là qu'on parle d'une mémoire épigénétique que chaque embryon a. Alors, première question, est-ce que vous connaissez aisément un premier phénomène épigénétique, mais rapide, hein, il s'installe dans les premières 48 heures de la vie embryonnaire? Première question, il n'y en aura pas beaucoup, mais est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Ça touche 50% de la population. La méthylation de notre deuxième chromosome X. Donc nous, femmes, nous avons 2 chromosomes X. Ce deuxième chromosome X, il est riche en gènes qui ne peuvent pas fonctionner. Et donc, très rapidement, et ça c'est des cellules embryonnaires de souris, on voit qu'on a 2 chromosomes X, ils sont en rouge, et on a une protéine centromérique qui s'appelle XIST. Ça a été une des principales découvertes concernant la biologie du chromosome X. Ce gène est indispensable à l'inactivation. Et vous voyez que dans les premières 48 heures, le gène X va être hyper exprimé. Donc si vous m'avez bien suivi, il n'est pas méthylé, il est acétylé, il est hyper disponible et donc il va y avoir une production. Et cette production, elle va aller se loger près d'un X et va empêcher son activation et va permettre l'inactivation complète et faire en sorte que nous, femmes, nous avons seulement un seul chromosome X actif. Ce phénomène est aléatoire,
excepté dans certaines maladies. Alors, il n'est pas aléatoire quand, sur le chromosome X, il y a une anomalie dans un gène du développement intellectuel. Ça protège la maman d'une déficience en inactivant préférentiellement l'allèle anormal. C'est aussi inactif de façon non aléatoire si c'est dans une maladie hématologique. Ça protège la maman d'une thrombopénie sévère. Par exemple, il y a des gènes de thrombopénie sur le chromosome X et la maman se protège de cette maladie, on va dire hématologie grave, en inactivant préférentiellement l'allèle anormal. Le deuxième mécanisme de méthylation et d'inactivation de la régulation d'un gène est vraiment a été étudié déjà dans la fin des années 90, c'est l'empreinte parentale. L'empreinte parentale, on s'est rendu compte avec des modèles de souris que si on activait de façon préférentielle des gènes indispensables à la croissance comme IGF2, c'est la somatostatine A, et bien si elle est inactivée chez la souris de sexe masculin, l'embryon va être tout petit. S'il est inactivé son récepteur sur la maman, l'enfant va être énorme, l'embryon. Et donc, on s'est rendu compte que notre bagage génétique devait être transmis avec une méthylation particulière si c'était la partie paternelle ou la partie maternelle. Et de façon intéressante, il faut savoir que nous avons à peu près une centaine de gènes. Quelle est l'anomalie liée à l'empreinte que vous connaissez? Alors, comme je suis néphrologue, je vais vous en donner une qui touche les reins et qui est fréquente et qui est sous-diagnostiquée. Alors, elle est connue en période pédiatrique, mais elle est beaucoup moins connue en période adulte. Et donc, je vais vous en toucher 2-3 mots, parce que le diagnostic chez l'enfant repose sur, vous voyez, les pieds. Il y a une petite asymétrie. Il y a un pied qui est plus grand que l'autre. Et la deuxième anomalie qu'on va retrouver à l'âge adulte, alors ça, c'est quand j'explique ça aux néphrologues, après, ils vont regarder les oreilles de tout le monde. Il faut regarder les oreilles, parce que derrière, il y a des anomalies malformatives qui témoignent de cette croissance aberrante. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un pic. Chez l'adulte, une femme est venue pour moi à la consultation en insuffisance rénale terminale pour savoir son risque. Et vous voyez ici, il y a toutes sortes de petits remaniements de son oreille. Personne n'avait fait le diagnostic, elle a 25 ans. Et c'est important pour la transport parce que ça prédispose au cancer. Vous les voyez aussi, ici, vous voyez des plis. Toutes ces anomalies ne sont pas normales. Et plus fin, mais bon, ça, il faut le regarder. Vous avez l'oreille normale, c'est tout lisse ici. Et ici, vous avez une cassure qui signe le syndrome de Beckwith-Winman. C'est un diagnostic fréquent dans tout le monde. Ça touche un enfant sur 10 000. Et donc, ça a une cause d'insuffisance rénale, alors avec une pathologie rénale qui peut être très variable, qui peut être des petits reins, des reins kystiques, des dépôts calciques, des reins qui sont au contraire énormes à la naissance. Donc, le diagnostic est clinique. Et, plus important, le diagnostic n'est jamais fait sur un exome. Donc, ça veut dire que quand on fait l'examen génétique, il faut savoir que c'est un Beckwith-Winman parce qu'aucun laboratoire va vous donner le diagnostic. Et c'est important puisque ça prédispose à certains cancers. Donc les anomalies sont des anomalies très particulières qui touchent ce qu'on appelle les centres de l'empreinte. Et les centres de l'empreinte, c'est ici, vous avez un qui est télomérique et un qui est plus centromérique. Et vous voyez qu'ils sont différemment méthylés si c'est sur la copie paternelle ou la copie maternelle. Et en fonction de ça, c'est ça qui va mettre des gènes au repos et faire en sorte que si on a 2 fois la copie paternelle, on a un Beckwith. Si on a une délétion de la copie maternelle, on a un Beckwith. 160 gènes sont soumis à empreinte, donc le médecin généticien doit être vigilant de ces pathologies. C'est pour ça que, comme je l'avais dit lors d'une dernière conférence, il faut vraiment travailler main dans la main. Ces méthylations, ces anomalies qui sont des marques, puisqu'elles sont programmées, sont vraiment indispensables à la division cellulaire, à la différenciation cellulaire. Comme je vous ai dit, on part du principe qu'au temps zéro, les îlots sont
non méthylés, et progressivement, au cours de la vie embryonnaire, ils commencent à être méthylés pour inactiver des gènes importants, comme des facteurs de transcription, comme des facteurs spécifiques de la cellule musculaire, comme la dystrophine. Donc, au fur et à mesure de la vie, on perd des méthylations et on gagne des méthylations, et plus la cellule est différenciée, plus la cellule est méthylée. En 2006, il y a eu un papier qui a plus de 30 000 citations, qui est un des papiers fondateurs pour montrer que ces marques embryonnaires, quand elles sont présentes dans la cellule différenciée, on peut les effacer, et donc c'est réversible et revenir à une cellule souche. Un papier de Cell qui est à l'origine de beaucoup de décès, de clonage par la suite. Donc, on a une quantité de méthylation dans nos gènes. Ces méthylations, elles sont précoces. Donc, vous devez imaginer qu'à 20 ans, tous les gènes qui devaient être mis au repos sont mis au repos. Et donc, certains ont imaginé ce qu'on appelle l'horloge, ou ça c'est l'horloge épigénétique, c'est la quantité de nos méthylations va nous donner un âge. Et alors, il y a plusieurs choses que je dois dire de ce schéma. D'abord, ce sont des données qui sont extraites d'une seule recherche d'un bioinformaticien, dont je vais vous donner le lien sur YouTube par la suite, qui est en Californie et qui a comme spécialité d'étudier le vieillissement. Il travaille pour la Silicon, si on veut aller plus loin. C'est le vieillissement. L'idée est que on pourrait, si on voit une dérive, éventuellement agir et améliorer la prise en charge. Alors, la partie qui est rectiligne, c'est qu'avec le temps, tout le monde a un âge biologique qui correspond au degré de méthylation. Et la variation entre chacun d'entre nous est faible. Elle est, finalement, ça paraît énorme, mais c'est quand même une petite déformation. Et cette variation, elle est surtout manifeste entre l'âge de 0 et 20 ans. Chez les jumeaux, on ne voit pas grand-chose, mais entre 20 et 50 ans, il y a une différenciation. Ça va s'écarter. Donc, l'hypothèse de Steve Horsford, c'est que si vous êtes plus haut alors que vous êtes jeune, ben c'est que vous avez un degré de méthylation anormal pour l'âge attendu, tandis que si vous avez une valeur basse, au contraire, vous avez encore des gènes qui sont, vous êtes moins méthylés qu'attendu, et donc à ce moment-là, vous êtes plus jeune que votre âge biologique. Et donc ça, c'est le principe de l'âge ou l'horloge épigénétique. Pourquoi on est plus vieux si on est en haut? Puisque je vous ai dit, on a un quota de gènes méthylés. C'est parce que la méthylation est un des gros facteurs qui va intervenir dans tout ce qui est carcinogénèse. Donc, c'est un des marqueurs qui est suivi au niveau tumoral dans beaucoup de cancers, surtout les hémopathies, parce que nous allons voir, il y a des traitements. Donc, plus votre seuil est élevé, plus on peut imaginer que vous êtes à risque de cancer. Aller plus loin, ça devient plus compliqué. Donc, l'horloge épigénétique, le spécialiste, ces données, comme je vous ai dit, viennent que d'un seul labo. Il a étudié à peu près 8000 îlots sur un nombre de... Il a étudié 250 îlots sur plus de 8000 tissus. Donc c'est vraiment une seule étude, un seul auteur publié avec énormément d'impact factor. Donc depuis, il a un institut et il essaye de démontrer, et ça rejoint ce qui a été discuté hier, sur l'intérêt du big data pour corréler son âge biologique et son âge épigénétique avec des données cliniques. Comme j'ai dit, est-ce que c'est un biomarqueur? Pour les hémopathies, pour les cancers,
va bientôt faire partie des state of art. C'est indispensable, surtout pour tout ce qui est hémopathie, puisqu'il y a des traitements ciblés qui sont des inhibiteurs de ces enzymes, que ce soit la DNA-méthyltransférase ou les déacétylases, qui ont été approuvés au niveau des États-Unis, et pour l'Europe, juste l'azacitidine. Et ces molécules sont vraiment des molécules de deuxième choix, quand il n'est pas possible de faire une transplantation de cellules souches pour des maladies à pronostic sévère. Donc, il n'est pas rare, et c'est pour ça que dans la prise en charge des hémopathies, qu'on demande un profil de méthylation, mais également pour certains types de cancers solides, comme le cancer du côlon. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, il y a des qualités à démontrer. Alors, on va voir que ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est la sensibilité et la spécificité du biomarqueur. Ce qui reste à étudier, c'est la reproduction et la fiabilité, la rapidité et l'accessibilité de ce test, parce qu'un test qui n'est pas accessible à tous, c'est beaucoup moins intéressant comme biomarqueur, et puis la validité clinique, qui est vraiment manquante en 2025. Donc, on s'intéresse à l'hypertension, et donc l'hypertension, c'est, comme on l'a dit à plusieurs reprises au cours des exposés, une cause complexe, multifactorielle. Et donc, on a envie, à plusieurs moments, d'essayer de comprendre si notre bagage génétique, ce qui est en bleu, ou notre exposition à l'environnement, ce qui est en vert, peut influencer la perturbation des valeurs tensionnelles. Alors, la génétique, et là, c'est aussi un deuxième message pour ceux que ça intéresse, la génétique a un outil d'intelligence artificielle qui nous permet de mettre en contact les symptômes et les gènes, et c'est mis à jour actuellement. C'est un projet européen qui a été repris par les États-Unis. C'est un projet européen qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Human Phenotype Ontology, HPO. Si on va regarder chez HPO combien de gènes aujourd'hui, ce matin, sont impliqués dans l'hypertension artérielle, on est assez petit, mais on est à 490 gènes. Donc vous nous montrez très bien qu'on imagine que c'est simple, mais en fait c'est extrêmement complexe. Prenons rien que l'exemple de la sensibilité au sel dans l'hypertension artérielle. Ici, je vous ai représenté un néphron avec un tubule et les différents endroits où sont réabsorbés le sel. De toutes ces études de profil de méthylation ou d'acétylation des histones, un gène a vraiment un impact. C'est le gène ENaC qui code pour un canal sodique qui est au niveau du tube contourné distal, qui est un gène qui est connu pour l'hypertension puisqu'il est associé au syndrome de Liddle, qui est un gène qui est sous influence, vous allez voir, de pas mal de protéines. Donc c'est vrai, on pourrait se dire aujourd'hui, on va tester une signature au gène ENaC. Mais quand on regarde au niveau physiologique comment fonctionne l'ENaC, on se rend compte qu'il a besoin d'être stimulé par plusieurs protéines, dont l'aldostérone, dont vous connaissez tout le mécanisme complexe de réponse on va dire, aussi bien au potassium, à l'angiotensine 2, à la CTH. Et donc, c'est vrai que ici, un marqueur n'a aucune pertinence en termes dynamiques. Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, en 2025, cette signature, ce profil épigénétique, ça reste un défi. Ça reste un défi d'abord pour la méthodologie, parce que je dois vous dire quand même un petit mot, c'est qu'on ne séquence pas l'ADN lorsqu'on cherche un profil de méthylation de la même façon que si on regarde la séquence. Pourquoi? Parce qu'on doit voir ce qu'on appelle des cytosines méthylées. Et donc, si on veut voir cette méthylation, il faut un traitement préalable, un traitement par bisulfite qui va transformer les cytosines non méthylées en uracile. Et vous voyez, c'est le petit U qui assure la séquence. Donc, il y a un traitement. Maintenant, on dispose d'un outil qui s'appelle le Whole Genome Bisulfite Sequencing, qui va nous aider à analyser l'entièreté de ces îlots, qui, comme je vous ai dit, sont dans les régions promotrices pour ceux qui nous intéressent.
Et l'idée, c'est de définir un nombre d'îlots. Parce que pour l'hypertension, peut-être qu'il nous faudra 200 îlots, peut-être qu'il nous en faudra 500, peut-être qu'il nous en faudra 150. Mais aujourd'hui, ce cadre n'est pas encore bien précis. Il y a ce qu'on appelle des GWAS pour le génome, et puis pour l'épigénome, ce ne sont pas des GWAS, ce sont ce qu'on appelle des épigénomes Wide Association Study. Et pour la validation, parce que c'était les questions qui avaient été posées hier, la validation de ces îlots, il faudra quand même beaucoup d'études prospectives, et une des façons intelligentes de les contourner, c'est d'étudier des jumeaux. Donc il y a pas mal de cohortes qui sont étudiées actuellement à travers le monde. Donc il est possible que dans 5 ans, si vous faites revenir un généticien pour parler de la signature de l'hypertension, il y ait des grosses avancées. Alors, dernier aspect, qui est peut-être celui qui est, on va dire, le plus intéressant en lien avec la régulation des gènes, c'est est-ce qu'on peut modifier son génome ou est-ce qu'on peut modifier son épigénome? Donc, la modification de l'épigénome, c'est agir sur la façon dont les gènes sont utilisés. On va voir. Est-ce que la nutrition, le sport, enfin tout ce qui a bien été dit, ou est-ce qu'on peut agir de façon précise? Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler des ciseaux à ADN, qui est l'édition du génome, mais je vais parler de l'interférence par ARN. C'est le 3e mécanisme de régulation des gènes. Je vous avais dit qu'il y en avait 3, qu'il y en avait un qui ne participait pas à la signature, parce que finalement, ces micro-ARN ne sont pas tissus spécifiques autant que l'on le pensait, mais par contre, leur mécanisme d'inactivation des gènes est particulièrement intéressant. Donc, épigénétique et nutrition, les spécialistes comme Steve Horsworth ou d'autres sont convaincus qu'à travers certains aliments, on peut agir sur notre profil de méthylation. Ici, pour l'acétylation, on va moduler l'activité des enzymes de déacétylation ou d'acétylation à travers certains aliments, principalement les dérivés du chou, du cumin, du curcuma et les dérivés du resveratrol. Maintenant, démontrer d'une façon prospective l'efficacité n'a jamais été publié, et il en est de même pour le donneur universel du groupe méthyle, qui est tout ce qui vient de l'acide folique. Et donc là, vous trouvez sur Internet une liste de produits qui vont, que ce soit le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, les céréales, influencer votre profil de méthylation. Je dois avouer que l'âge épigénétique ou l'horloge épigénétique est accessible à tous sur Internet avec des entreprises qui proposent ce dosage. Ça n'a été validé dans aucune population, et donc c'est vraiment à titre, on va dire, de curiosité. Ou moi j'en connais parmi les scientifiques qui ont voulu savoir s'ils faisaient plus jeunes que leur âge, mais à part ça, je ne vois pas l'autre intérêt que de se convaincre qu'on est plus en meilleure santé que ce qu'on est. Alors, l'interférence ARNA, vous devez garder en mémoire une seule info, c'est que nous, comme cliniciens, on va aimer beaucoup l'ARNI. L'ARNI, c'est ce petit ARN silencing qui est double brin. Vous voyez, c'est un ARN qui n'est pas simple brin, il ne vient pas du noyau. Il n'a pas une volonté de donner une information pour la synthèse protéique. Non, c'est un petit RNA qui, quand on a besoin, il se scinde, il va se libérer un simple brin qui, lui, va aller inactiver directement au niveau de la synthèse protéique l'élaboration. Donc, il va faire en sorte que la protéine n'est plus synthétisée. C'est utilisé maintenant à grande échelle pour l'amylose héréditaire à transthyrétine, c'est utilisé pour l'hyperoxalurie primitive, et je pense que vous le savez, c'est en cours de validation pour l'angiotensine. Je termine. Pour l'angiotensine, avec une molécule qui a fait l'objet de multiples articles, dont un récemment dans New England,
qui est le zilebesiran, qui est donc un RNAi spécifique de l'angiotensine qui va aller en sous-cutané avec un vecteur directement au niveau du foie, empêcher la synthèse d'angiotensine 1 et par conséquent bloquer de façon encore plus efficace le système rénine-angiotensine que n'importe quel blocage médicamenteux dont on dispose. Et je vous laisse lire le papier dans le New England, c'est 2 injections sous-cutanées par an, et ça semble être aussi efficace qu'une prise médicamenteuse quotidienne. Et donc, ça me permet de terminer avec un résumé de ce que c'est que l'épigénétique. C'est l'étude des traits qui pourraient être héréditaires, puisque c'est discuté dans la littérature, c'est peu ou pas convaincant chez l'homme, qui module le tableau clinique, qui ne sont pas directement codés par les séquences de notre ADN. Et si vous gardez en mémoire les petites photos qui sont au-dessus, vous connaissez tout de l'épigénome. C'est des modifications de la molécule d'ADN qui touchent l'ADN ou les histones, qui semblent être sensibles à notre mode de vie, avec des petits repas de toutes sortes, qui semblent différenciés chez des jumeaux et qui pourraient être réversibles en milieu de laboratoire. Chez nous, on n'a pas démontré que si on avait un seuil de méthylation comme ça et qu'on faisait attention à tout et qu'on faisait du sport, il diminuait. Ça, j'ai cherché, mais il y a nulle part. Et donc, et puis je vous remercie d'avoir écouté un peu. Merci pour ouvrir cet éventail, cette porte aussi grande. Je laisse la parole à la salle. Des questions? Compliqué, hein? Je vais peut-être commencer. Est-ce qu'on peut arrêter la méthylation avant qu'on soit au plan? Non, on ne peut pas. Il n'y a rien qui arrête. Rien. Mais si on est haut, il n'y a rien qui démontre qu'on va diminuer. Si vous voulez être curieux, j'ai failli mettre le lien, mais bon, je ne l'ai pas mis. Il suffit de mettre cloque épigénétique et vous avez la société qui vous fait ça. Moi, j'ai des collègues de Flo qui l'ont fait, et c'était pour me dire: ah, tu sais, moi j'ai 42 ans, il a dit que j'en avais que 28, voilà. Mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt. Oui, moi ma question, est-ce que l'allaitement maternel influence le degré de méthylation? Alors, ça c'est une question auquel je ne sais pas répondre. Mais en modèle animal, c'est certain qu'il y a énormément d'études qui vont montrer que si la maman fume, la taille de pain va être petite, si la maman a une restriction physique, l'enfant risque de faire un diabète. Si la maman est exposée à des pesticides, modèles animaux, hein, on n'est que dans des modèles animaux. La souris exposée à des pesticides, ben, l'enfant va avoir quelque chose, mais pire, souris exposée à des microparticules comme il y a partout, eh ben, grosse hypertension chez la future sourisseau, hein, et pas une petite, hein, et proportionnelle, hein, au point que je me suis tellement convaincant, je n'ai pas voulu montrer, que je me suis dit que j'allais acheter un purificateur de microparticules. Mais ce n'est pas démontré chez l'homme, hein, c'est juste du bon sens. Mais, donc c'est pour ça, aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans une vague où on se dit on va tout changer dans notre vie parce que ça va améliorer le monde. Il y a 100 ans, il y avait des microparticules à cause du chauffage à charbon et il y avait des gens qui vivaient jusqu'à 90 ans et il n'y avait pas d'hypertension que je fais. Donc, pour l'alimentation proprement dit et le lait, je n'ai pas vu de particularité. Autant dans la vie intra-utérine, il y a de quoi tout lire, mais pour le reste, il est nouveau. Il faut des avortements. Les infertilités. Mais attends, c'est compliqué, hein, c'est pas... Maintenant, regardez les oreilles, hein, si vous avez des patients jeunes en insuffisance rénale, ça c'est bien de... Ah, vous avez compris, hein, ça c'est clair, hein, ouais, mais ça déjà, rien que ça, c'est bien. Mais les oreilles,
oreilles. Même ça, je vous dis, là, quand je montre ça, après, les gens, ils ont les yeux et ils vont regarder les oreilles de leur malade. Ben, c'est déjà ça. Vous connaissez les acteurs, vous connaissez chromatine, hétérochromatine, chromatine, c'est déjà beaucoup. Vous savez que l'âge, on vieillit et notre ADN est fait pour vieillir. Malheureusement, il n'est pas programmé pour rajeunir. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup plus de mutations que... Ici, les méthylations, c'est un détail. Le vieillissement, il est fait pour vieillir. L'ADN n'est pas... L'ADN est immortel. C'est pour ça qu'on peut étudier l'ADN de mammouth, d'homme de Néandertal. Mais sa structure accumule un nombre incalculable de mutations. N'est plus corrigée. Et la méthylation est vraiment importante comme repère pour faire en sorte que l'ADN est bien corrigé à chaque division cellulaire. Et c'est ça qui fait qu'on pourrait se dire que plus on est méthylé et moins notre ADN est bon à chaque division cellulaire. Ça, c'est encore des hypothèses. C'est vrai que l'homme est programmé pour pouvoir vivre jusqu'à 120 ans sans problème. Mais c'est ce que tout le monde me demande, parce que c'est justement des gars comme Steve Horsvat qui dit, mais franchement, moi j'ai dit qu'aujourd'hui, que je m'appelle Jeff Bezos ou Gardan, je vais vivre de la même façon. Et après, on peut être fait, on peut avoir une super vie, on peut tout avoir différent, mais son matériel génétique aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut le modifier, même en prenant, c'est surtout hormones de croissance à partir de 60 ans pour éviter de perdre du muscle, vous voyez, c'est pas forcément faire du sport, c'est pas forcément avoir une alimentation saine. C'est aussi la rapamycine, par exemple. Ça, c'est un médicament que les gens prennent, de la metformine. Dans la Silicon Valley, ils prennent ça comme une petite dose pour vivre plus longtemps. Moi, je peux poser une question. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Si j'adopte un mode de vie sain, je peux être sûr que mes enfants et mes petits-enfants sont en bonne santé aussi. Et malheureusement, ça, je ne peux pas dire. Ça, je dois rester tout à fait, comment vous dire, la plus scientifique possible. Ça n'est démontré que chez l'animal, que chez la souris. Et c'est pas démontré chez l'homme. La seule étude, alors pour vous dire que la seule étude, et on en a cherché, la seule étude, c'est en Hollande, les enfants qui sont nés en fin de Seconde Guerre mondiale. Et donc ces enfants, ils ont manqué, donc c'est juste la restriction protéique. Donc s'il y a une chose qui est validée, et ça je ne le savais pas, mais c'est la seule chose qui est validée, c'est que si pendant la grossesse, vous ne mangez pas assez de protéines, et bien votre enfant est à risque de diabète. C'est la seule chose. Sur une expérience post-Seconde Guerre mondiale, et c'est par le mécanisme d'hygiène. Donc le pancréas n'est pas fonctionnel, et donc il est trop petit, et on développe un diabète. Maintenant, c'est chez l'homme, franchement, aujourd'hui, en 25, c'est la seule chose. Il ne faut pas manger trop, et il ne faut pas manger pas assez de protéines. Fumer, bon, ben ça, il n'y a pas besoin d'être, on a plein d'études, on n'a pas besoin de la méthylation pour le prouver. Après, le reste, le plus alarmant va être les microparticules. Il y a énormément de publications qui sortent aujourd'hui, et sur les microparticules et l'hypertension. Vous favorisez, d'après ce qu'ils disent, beaucoup d'hypertension dans votre future génération. Si vraiment c'est vrai. Très bien, merci.